13 mars 1962. Lyman Lemnitzer, chef d'état-major des armées, présente au secrétaire à la Défense Robert McNamara un projet intitulé Opération Northwoods. Il suggère de mettre en scène des attaques terroristes dans et autour de la baie de Guantanamo afin de justifier une intervention militaire à Cuba. Parmi les actions envisagées, propager des rumeurs sur une radio clandestine, débarquer des Cubains anticastristes dans la base pour simuler des attaques, organiser des émeutes, faire sauter les dépôts de munitions et déclencher des incendies, saboter des avions et des navires sur la base, bombarder la base avec des obus de mortier, couler un navire devant la base et mettre en scène les funérailles de victimes imaginaires, lancer une campagne de terreur à Miami en Floride et à Washington DC. Et enfin, détruire un drone au-dessus des eaux cubaines. Les passagers seront des agents fédéraux se faisant passer pour des étudiants en vacances. Sur la base aérienne d'Eglin, on maquillera un appareil avec le numéro d'immatriculation d'un avion de ligne appartenant à un prête-nom de la CIA à Miami. On le remplira ensuite de passagers après l'avoir substitué à l'avion d'origine qui aura été équipé d'un système de téléguidage. Les deux appareils se retrouveront au sud de la Floride. Le premier atterrira à Eglin pour évacuer ses passagers et reprendre son ancienne apparence, tandis que le drone reprendra le plan de vol et émettra un signal de détresse au-dessus des eaux cubaines avant d'être détruit à distance. Le projet est rejeté par McNamara et le président John Kennedy destitue personnellement Lemnitzer de son poste de chef d'état-major des armées. 1er décembre 1984. Un Boeing 720 téléguidé parti de la base aérienne d'Edwards s'écrase au sol dans le cadre d'une étude de la NASA sur le kérosène. Avant sa destruction, l'appareil a volé 16 heures et 22 minutes. Il a accompli 10 décollages, 69 approches et 13 atterrissages. Août 1997. En couverture d'un dossier de la FEMA sur le terrorisme, on voit le World Trade Center dans une lunette de visée. 28 février 1998. Le Global Hawk, aéronef sans pilote de Raytheon, fait son premier vol au-dessus de la base d'Edwards en Californie à une altitude de 32 000 pieds, l'altitude de croisière d'un avion de ligne commercial. 1999. Le NORAD organise des exercices au cours desquels des avions de ligne détournés percutent le World Trade Center et le Pentagone. Juin 2000. Le ministère de la Justice publie un manuel antiterroriste avec le World Trade Center en visée. Septembre 2000. Le Project for a New American Century, un groupe de réflexion néoconservateur comprenant Dick Cheney, Donald Rumsfeld, Jeb Bush et Paul Wolfowitz, publie son rapport intitulé « Reconstruire la défense de l'Amérique ». Il y est déclaré que le processus de transformation, même s'il amène des changements révolutionnaires, prendra sans doute du temps, à moins d'un événement catastrophique et catalyseur comme un nouveau Pearl Harbor. 24 octobre 2000. Le Pentagone organise le premier des deux exercices baptisés Mascal, simulant le crash d'un Boeing 757 contre le bâtiment. Charles Burlingham, ancien pilote de F-4 à la Navy, participe à l'exercice avant de quitter l'armée pour aller travailler chez American Airlines. Moins d'un an plus tard, son Boeing 757 s'écrase soi-disant contre le Pentagone. Avril 2001. Le NORAD propose un exercice simulant le crash volontaire d'un avion contre le Pentagone. Il est jugé trop irréaliste. Juin 2001. Le ministère de la Défense donne de nouvelles instructions pour l'intervention militaire en cas de détournement d'avion. Toute réponse non immédiate doit être autorisée directement par le secrétaire à la Défense. Le ministre de la Justice, John Ashcroft, cesse de prendre des avions de ligne à la suite d'une réévaluation des menaces par le FBI. 4 juillet 2001. Oussama Ben Laden, recherché par les États-Unis depuis 1998, est soigné à l'hôpital américain de Dubaï, où il reçoit la visite du chef d'antenne locale de la CIA. 24 juillet 2001. Larry Silverstein, déjà propriétaire de la Tour 7, signe un bail de 99 ans contre 3,2 milliards de dollars pour l'ensemble du World Trade Center, 6 semaines avant le 11 septembre. Le bail comprend une police d'assurance de 3,5 milliards de dollars, couvrant spécifiquement les risques terroristes. 6 septembre 2001. 3150 options de vente sont souscrites sur United Airlines. Souscrire une option de vente, c'est parier sur une baisse de l'action. Et ce jour-là, le volume des options de vente est 4 fois supérieur à la moyenne. Les chiens de recherche d'explosifs sont retirés du World Trade Center et les équipes de sécurité mettent fin à 2 semaines de surveillance intensive. 7 septembre 2001.
27 294 options de vente sont souscrites sur Boeing, soit plus de 5 fois le volume quotidien moyen. 10 septembre 2001. 4 516 options de vente sont souscrites sur American Airlines, soit près de 11 fois le volume quotidien moyen. D'après Newsweek, un certain nombre de hauts gradés du Pentagone annulent leur plan de vol pour le lendemain. Le maire de San Francisco, Willie Brown, est averti. Il ne doit pas prendre l'avion le lendemain matin. Pacifica Radio révélera que l'appel émanait directement de la conseillère pour la sécurité nationale, Condoleezza Rice. Et dans un hôpital militaire du Pakistan, les urologues sont remplacés par une équipe spéciale chargée d'accueillir un invité de marque, Oussama Ben Laden, lequel est escorté à l'intérieur pour être soigné et surveillé de près. « 11 septembre 2001. Le Bureau national de reconnaissance situé à Chantilly, en Virginie, a prévu un exercice simulant le crash d'un petit jet privé sur le bâtiment. Le NORAD a plusieurs exercices militaires en cours. Le premier, Vigilant Guardian, est décrit comme un exercice créant une crise imaginaire aux avant-postes de la défense aérienne nord-américaine à travers le pays. Le deuxième, Northern Vigilance, consiste à envoyer des avions de chasse au Canada et en Alaska pour y combattre une flotte russe imaginaire. 3 F-16 de la Garde nationale de Washington, D.C., stationnés à la base aérienne d'Andrews, à 24 km du Pentagone, sont envoyés à 330 km pour une mission d'entraînement en Caroline du Nord. Il ne reste que 14 avions de chasse pour protéger l'ensemble du territoire américain. Ici, le contrôle aérien de Boston. On a un problème. Un avion détourné se dirige actuellement vers New York. Il faudrait qu'on nous envoie des F-16 pour nous venir en aide. C'est vrai ou c'est un exercice? Non, ce n'est pas un exercice. Pour commencer, j'aimerais vous demander comment vous évaluez la façon dont les médias américains ont couvert les événements de septembre dernier. Laissez-moi voir. Honteux est le premier mot qui me vient à l'esprit. Ces images effrayantes sont filmées en direct du World Trade Center. La nouvelle n'a pas été confirmée, mais il semblerait qu'un avion s'est écrasé contre une des tours du World Trade Center. Dans l'ensemble, les journalistes américains ont été intimidés par cette débauche de drapeaux, cette orgie patriotique. Si vous critiquez le président, vous n'êtes pas un patriote, ce qui veut dire que vous êtes peut-être un terroriste. À votre avis, il n'y a donc pas assez de place pour les voix dissidentes? Ce n'est pas la place qui manque, ce sont les gens prêts à prendre le risque. Je ne sais pas s'il a été confirmé qu'il s'agissait bien d'un avion. En fait, certains ont dit qu'ils pensaient avoir vu un missile. Il y avait un logo bleu et circulaire à l'avant. Ça ne ressemblait pas à un avion de ligne. Je n'ai pas vu de hublot. Marc, si c'est bien le cas, c'était peut-être des avions cargo. Vous n'avez pas vu de hublot? Je n'ai vu aucun hublot. Ce n'était pas un avion normal comme on en voit dans les aéroports. Il y avait un logo bleu à l'avant. D'après moi, il n'avait absolument rien à faire dans cette zone. C'est la mentalité du troupeau, comme chez les lemmings. Si vous allez à contresens, vous êtes anti-américain et donc suspect. On ne peut pas approcher plus de la base du World Trade Center. Comme vous le voyez, il y a les pompiers, la police, le FBI. Dans les deux tours, de gigantesques déflagrations projettent une pluie de débris. Il faut partir. Quand une telle chose se produit, on se demande à qui ça profite. Qui avait la possibilité et qui avait un motif? Ce sont les questions de base. Je ne prétends pas connaître la vérité sur ce qui s'est passé ce jour-là. J'essaye juste de savoir qui avait un motif, qui avait la possibilité, qui avait le matériel et qui avait la volonté.
9h38, Arlington, Virginie. Annie Hanjour exécute soi-disant un virage à 330 degrés à 850 km/h. Descendant de 7000 pieds en 2 minutes 30, il précipite le vol American Airlines 77 sur le rez-de-chaussée du Pentagone. Il fait son approche finale au-dessus de l'Interstate 395. Arrachant au passage les lampadaires et rebondissant sur la pelouse avant l'impact. Première question. Qui est Annie Hanjour? Un mois plus tôt, il s'est présenté à l'aéroclub de Freeway dans le Maryland pour y louer un petit avion. Mais lors de 3 vols de qualification dans la 2e semaine d'août, il a eu des difficultés à contrôler et a posé un Cessna 172 monomoteur. Je m'appelle Marcel Bernard. Je suis instructeur de vol à Freeway. Ce qui s'est passé, c'est qu'Annie Hanjour est venu à l'aéroclub pour faire un vol de qualification. Il avait déjà sa licence. Il ne venait pas pour prendre des cours de pilotage. Il avait donc déjà sa licence. Oui, il avait obtenu sa licence privée et commerciale dans une école en Arizona. Je ne me souviens plus de son nom. Mais il avait déjà sa licence en main. Il arrive parfois que des pilotes viennent non pas pour prendre des cours de pilotage, mais juste pour louer un de nos appareils. Comme Annie Hanjour. Exactement. Il voulait faire un vol de qualification pour louer un de nos appareils. Les assurances imposent un vol test avec un de nos instructeurs afin de vérifier si la personne peut piloter. Et c'est ce qu'on a fait. Il nous a fait l'impression d'un type très silencieux et d'un pilote moyen, voire très moyen. Il parlait mal l'anglais. C'est la meilleure description que je puisse vous donner de lui. À l'époque, il nous est apparu comme quelqu'un de tout à fait banal. Et pourtant, les contrôleurs aériens de l'aéroport de Dulles qui suivaient le vol 77 ont tous pensé qu'il s'agissait d'un appareil militaire. Deuxième point, les lampadaires. Le 22 novembre 2004, un jet privé venant chercher George Bush père heurte un lampadaire et s'écrase 1 minute avant d'atterrir à l'aéroport de Hobby à Houston. L'impact a arraché l'aile et dispersé des débris sur une centaine de mètres. Et pourtant, le vol 77 a réussi à déraciner 5 lampadaires sans endommager les ailes de l'avion ni les lampadaires eux-mêmes qui semblent avoir tout simplement jailli hors du sol. Troisième point, il suffit de regarder les photos pour voir que ce qui a percuté le Pentagone ce jour-là n'a pas rebondi sur la pelouse. Si le vol 77 s'était craché au sol et avait dérapé jusqu'au bâtiment, ça aurait donné ça. Au lieu de quoi, ça ressemble à ça. La pelouse est indemne. Quatrième point, pourquoi n'y a-t-il absolument aucune trace du vol 77 ? On pourrait le croire, mais j'ai examiné les lieux de près et il n'y a rien qui indique qu'un avion se soit écrasé près du Pentagone. Tout ce qu'il y a, c'est le bâtiment lui-même. Et comme je l'ai dit, les seuls débris visibles sont assez petits pour tenir dans la main. Il n'y a aucun gros débris de la queue de l'appareil, des ailes, du fuselage. Rien qui puisse signaler qu'un avion entier s'est encastré dans le Pentagone. Explication officielle, la chaleur intense du carburant a littéralement pulvérisé l'avion. Tiens donc, sur ces images, il n'y a pourtant pas la moindre trace d'un Boeing 757. Mais si le feu était assez fort pour désintégrer un jumbo jet, comment les enquêteurs ont-ils pu identifier 184 des 189 corps trouvés au Pentagone? La mission a été confiée à l'AFDIL, le laboratoire d'identification par l'ADN de l'armée, qui a également procédé à l'identification des victimes de Shanksville. Gardez ça en tête pour tout à l'heure. Comment est fait un Boeing 757 ? J'ai appelé Boeing pour leur demander. Mais le Standard m'a informé que Boeing ne donne aucune information relative à la construction de ces appareils, à cause des attaques du 11 septembre.
Ce que je sais, c'est qu'un 757 a 2 réacteurs Pratt & Whitney fabriqués dans un alliage acier-titane, mesurant 2,70 m de diamètre et 3,60 m de long, et pesant 2 tonnes chacun. Le point de fusion du titane est de 1688 degrés Celsius. Le carburant utilisé par les avions est le kérosène, un hydrocarbure qui peut garder une température constante de 1120 degrés Celsius après 40 minutes, à condition qu'il ne se consume pas. Or, le kérosène s'est certainement évaporé tout de suite après l'impact. C'est pourquoi il est scientifiquement impossible qu'il ait pulvérisé 12 tonnes d'acier et de titane. Il aurait donc dû y avoir 2 réacteurs presque complets au Pentagone. Au lieu de quoi, on a juste retrouvé un turboréacteur d'environ 90 cm de diamètre à l'intérieur du bâtiment. Après la publication de cette photo par l'American Free Press, des lecteurs ont écrit pour suggérer que cette turbine provenait du groupe électrogène auxiliaire, l'APU, installé dans la queue du 757. Chris Bolin a contacté Honeywell, le constructeur des APU équipant les 757, à Phoenix, en Arizona. S'exprimant sous couvert d'anonymat, un expert lui a assuré qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une turbine d'APU. Bolin a alors appelé Pratt & Whitney et Rolls-Royce, les 2 fabricants des réacteurs des 757. Chez Pratt & Whitney, on l'a renvoyé vers Rolls-Royce, dont le porte-parole, M. John Brown, a déclaré « Cette pièce ne provient d'aucun réacteur Rolls-Royce que je connaisse ». D'après Karl Schwartz, PDG de Patmos Nanotechnologies, LLC et iNet Security System, il s'agit d'un turboréacteur JT8D provenant d'un A3 Skywarrior de l'US Air Force. La pièce apparaissant sur la photo de la FEMA est la partie avant de l'arbre. Les réacteurs d'avion ont un arbre central qui doit être équilibré et équipé d'un joint à l'avant et à l'arrière. Cette photo montre le joint avant et le moyeu sans ses aubes. Ces aubes se détachent facilement lors d'une collision comme celle du Pentagone. L'US Air Force n'a que quelques A3 encore en service et ils sont tous à Van Nuys, en Californie, chez Hugh Aircraft, société désormais plus connue sous le nom de Raytheon. Si cette pièce ne venait pas d'un 757, alors d'où venait-elle? Et où sont les moteurs du vol 77? Le deuxième débris identifiable a été présenté comme un morceau de fuselage. Pour les sceptiques, c'est la preuve que le vol 77 a bien percuté le Pentagone. Mais cette pièce peut venir de n'importe quel appareil d'American Airlines. Et pourquoi n'est-elle pas brûlée ni rayée si elle a survécu à un impact à 850 km/h et à une boule de feu? Le troisième débris était un diffuseur, mais observons d'un peu plus près le diffuseur qui équipe un 757. Vous voyez les biseaux triangulaires autour des ouvertures, ils n'apparaissent pas sur la pièce qu'on a retrouvée au Pentagone. Les autres débris étaient assez légers pour être emportés manuellement, et des employés du Pentagone ont été vus transportant une grande boîte enveloppée dans une toile goudronnée bleue. Pourquoi tant de mystère? Si le vol 77 a été pulvérisé à l'impact, c'est une première dans l'histoire de l'aviation. Un exemple. Le 15 août 2005, le vol Helios Airways 522, un Boeing 737 à destination d'Athènes, s'écrase contre une colline à pleine vitesse. 121 passagers, aucun survivant. Flamme. Débris de queue. Débris d'aile. Moteur. Cockpit. Corps. Vous voyez ce que je veux dire? 5e point. Pourquoi les dégâts du Pentagone sont-ils incompatibles avec l'impact d'un Boeing 757? Ces photos ont été prises avant que le toit de l'anneau extérieur ne s'effondre. Le seul dégât visible sur la façade, un trou qui ne fait même pas 5 mètres de diamètre. Un Boeing 757 fait 47 mètres de long, 13 mètres de haut. Il a une envergure de 38 mètres et pèse près de 100 tonnes. Et nous devrions croire qu'il a disparu dans ce trou sans laisser le moindre débris à l'extérieur? Comment peut-il n'y avoir aucune trace là où les ailes, le stabilisateur vertical et les moteurs ont embouti le bâtiment? Vous vous rappelez la taille des moteurs? Si 6 tonnes d'acier et de titane avaient percuté le Pentagone à 850 km/h, elles se seraient encastrées à l'intérieur en laissant 2 empreintes très distinctes.
Or, le seul dégât visible sur la façade du Pentagone est ce trou. Il n'y a aucun dégât à la hauteur des moteurs. Pourquoi les fenêtres situées à côté du trou sont-elles intactes? Pourquoi les rouleaux de câbles devant le trou sont-ils en parfait état? À l'intérieur du Pentagone, on a découvert un autre trou d'environ 5 mètres de diamètre de l'autre côté de l'anneau C à 3 anneaux de l'impact. Pour faire ce trou, le Boeing 757 du vol 77 aurait dû traverser près de 3 mètres de béton armé. Le nez d'un avion commercial est en fibre de carbone. Voici ce qui lui arrive généralement en cas de crash aérien. Si ce trou a été fait par le nez du Boeing, où sont les autres débris de l'avion? Alors qu'est-ce qui aurait pu faire un trou de 5 mètres de diamètre dans l'anneau extérieur du Pentagone? Traverser 3 mètres de béton armé et percer un autre trou de 5 mètres. Un missile de croisière. Voilà à quoi ressemblait la maison de Slobodan Milosevic à Belgrade après avoir été touchée par un missile Tomahawk. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? 6e point, les témoins. Certains ont vu un gigantesque avion de ligne de 100 tonnes. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu approcher cet avion, un avion commercial d'American Airlines. D'autres, un petit avion privé de 8 à 20 places. Ça ressemblait à un jet privé d'environ 20 places. Il n'y avait pas de logo. Et d'autres encore, un hélicoptère de l'armée américaine. Il dit qu'il a vu un hélicoptère tourner autour du bâtiment qui ressemblait à un hélicoptère de l'armée américaine et qui a disparu derrière le Pentagone, là où se trouve l'héliport. Il a ensuite vu une boule de feu monter dans le ciel. Qui faut-il croire? Écoutez plutôt ça. April Gallop travaillait dans l'aile ouest du Pentagone ce jour-là. Jim Mars rapporte son témoignage dans son livre Inside Job. Pendant qu'elle était à l'hôpital, des hommes en costume lui ont rendu plusieurs visites. Ils n'ont jamais dit qui ils étaient, ni pour quelle agence ils travaillaient. Ils ne lui ont pas dit quoi dire. Ils lui ont juste donné des conseils. Par exemple, d'empocher les indemnités et de la fermer. Ils ont aussi répété à maintes reprises qu'un avion s'était écrasé sur le bâtiment. Mais j'étais là, et je n'ai jamais vu d'avion ni même de débris d'avion. C'était un véritable lavage de cerveau. Mais si ce n'était pas un Boeing 757, qu'est-ce qui s'est écrasé sur le Pentagone? Des témoins parlent d'explosion. Ça m'a cloué à ma chaise, il y a eu une énorme explosion. J'ai senti l'onde de choc, ce n'était pas un grondement, c'était plutôt un bruit sec. Mark Abshire, lieutenant-colonel de l'Air Force. À cet instant, une formidable explosion a secoué le bâtiment. M. Murphy a été projeté à l'autre bout de la pièce tandis qu'un collègue était propulsé dans son bureau. Peter M. Murphy au 4e étage de l'anneau E, au-dessus de l'héliport. Le souffle de l'impact a été tel qu'il l'a projeté à plus de 30 mètres en arrière contre un lampadaire, provoquant des lésions internes. Sergent-chef Noël Sepulveda à 45 mètres du point d'impact. Même l'hôtel Sheraton, à 2,5 km de là, a été ébranlé par l'explosion. Plusieurs militaires du Pentagone disent avoir reconnu l'odeur particulière de la cordite. Avant même de sortir, j'ai senti la cordite. Je savais que des explosifs avaient détonné quelque part. Don Percal. Elle a dit qu'elle avait vu un énorme nuage de fumée noire qui sentait la cordite ou la poudre. Gila Goldschmidt, The Guardian. La cordite et le kérosène ont une odeur très différente. La cordite est un mélange utilisé en artillerie et qui se compose de nitroguanidine, de nitrocellulose et de nitroglycérine. Elle brûle à basse température, produit peu de fumée et aucun flash, mais une forte onde de détonation. Des témoins ont décrit un flash argenté, or la combustion du kérosène, comme on l'a vu avec les Twin Towers, est jaune vif au mieux. Regardez ça. Une énorme boule de feu et de fumée, pas de flash argenté ni d'onde de choc. Tandis qu'au Pentagone, on a un bref flash argenté.